Prendre soin de l'être, le podcast pour cultiver la santé holistique jour après jour. Je suis Virginie Cobert et je vous donne rendez-vous chaque vendredi avec moi, mais surtout avec vous, pour prendre soin du précieux de la vie en vous et autour de vous. Bonne écoute! Bonjour à toi qui m'écoutes, merci d'être là. Encore un épisode de cette saison de Secrets de santé où aujourd'hui on va parler mouvement. Ça n'a pas l'air d'un secret comme ça, de prime abord, parce qu'on en parle beaucoup du mouvement. D'ailleurs, je suis assez surprise de pas t'en avoir parlé plus tôt. C'est la première fois dans Prendre soin de l'être qu'on va parler du mouvement. Et j'ai envie d'aborder le mouvement, encore une fois, avec un angle de vue qui change, qui soit différent de ce qu'on entend habituellement. Il s'agit pas de voir une injonction de plus à faire une activité physique, mais vraiment considérer le mouvement dans son essence. Et pour moi, c'est plus qu'un pilier de santé, c'est un préalable à la santé en fait. C'est une expression du vivant en tant que tel, en essence. Et si on change ce regard-là sur le mouvement, peut-être que ce sera une manière de le réintégrer dans notre vie, plus facile, plus douce, plus spontanée aussi. En tout cas, je le souhaite, parce que le mouvement est riche de vertus et de ressources en termes de santé et pas qu'au plan physique. Donc voilà un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Et peut-être que pour commencer, tu pourrais juste observer de manière à la fois objective et en même temps sans jugement où tu en es, toi, avec le mouvement. Moi, je crois par exemple que si j'en ai pas parlé auparavant dans ce podcast, c'est certainement parce que c'est la sphère de santé dans laquelle j'ai peut-être la plus grande marge de progression. Et je chemine avec ça. Et je vois aussi à quel point ça me nourrit et ça change des choses de mettre un mouvement plus régulier, d'en faire vraiment une priorité. Je vois tous les bénéfices qui émergent de ça et je t'invite à te regarder, toi, en face, de toi à toi, et à considérer quelle place le mouvement a dans ta vie. Juste ça. Et à partir de là, peut-être de recevoir aussi ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, en t'ouvrant à ce que ça puisse être une contribution pour que cette relation que tu as au mouvement puisse peut-être évoluer, s'ajuster et devenir une vraie ressource de santé. Voilà mon intention en tout cas. Alors je te disais dans cette introduction que le mouvement c'est vraiment l'essence du vivant. En fait, tu l'as certainement déjà entendu dire, la vie c'est le mouvement. Et en fait, l'absence de ce mouvement, c'est ce qu'on appelle la mort. Quand j'ai fait ma formation en naturopathie, il y a vraiment eu cette approche dès le début de maintenir, préserver, perpétuer la santé, c'est permettre la libre circulation de la vie. Et quand on parle de circulation, il s'agit bien sûr de mouvement, d'un mouvement du vivant à travers nous. Et le ralentissement de cette circulation, c'est ça qui occasionne des symptômes, des déséquilibres et des maladies. Et ce mouvement essentiel du vivant qu'on peut observer en fait partout autour de nous, dans tout ce qui est vivant autour de nous, dans la nature, et même ce qui a l'air immobile en fait est en mouvement perpétuel. Je pense à ça parce que j'ai en face de moi un beau ciel avec des
des nuages. J'aime beaucoup regarder les nuages dans le ciel. Et ce qui peut se passer quand on observe les nuages dans le ciel, c'est qu'ils ont l'air immobiles, alors qu'en fait, ils sont en mouvement. Pas forcément perceptibles. J'ai vraiment aussi perçu ce mouvement derrière une apparence de fixité dans le désert. Dans le désert, en fait, le désert est en mouvement permanent. On a l'impression que c'est une étendue figée, en particulier de sable, de dunes. Et en fait, chaque grain de sable est en permanence en mouvement. Il change de position, les dunes se reconfigurent en permanence, d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. C'est un peu comme le ciel, ça pourrait passer inaperçu, alors qu'en fait, tout dans le vivant exprime ce mouvement-là. Et on peut l'observer aussi que ce mouvement fluctue au gré des saisons, fluctue au gré de divers paramètres. Dans la nature, au niveau des saisons, c'est assez flagrant. Le mouvement, la circulation de la sève. Et d'ailleurs, la saison où il y a le moins de mouvement, c'est la saison hivernale quand tout semble mort. La sève est redescendue dans la profondeur des racines au sein de la terre et que, justement, en apparence, extérieurement, tout semble figé. Pourtant, ce mouvement est toujours là. Il est juste enfoui dans la profondeur des racines, prêt en fait à émerger dès que le printemps arrive. Dans notre corps, ce mouvement aussi, il est tout le temps là. Et même quand on est très sédentaire, eh bien, notre corps est animé par un mouvement, une pulsation de vie, un rythme. Et le rythme, c'est aussi du mouvement. C'est des flux, c'est des flux et des reflux. C'est par exemple le souffle, c'est une inspiration et une expiration. C'est la pulsation du cœur avec contraction, relâchement. En fait, tout dans notre corps exprime le mouvement, même si c'est très intériorisé en profondeur et qu'en apparence on a l'air immobile. C'est le cœur du vivant en nous. Et je trouve ça même assez paradoxal de devoir, comme ici aujourd'hui, remettre le mouvement au centre de notre attention alors qu'il est tellement là, partout, tout le temps. Dans le vivant en tout cas. Et c'est paradoxal d'observer à quel point on s'est éloigné de cette conscience d'être vivant, c'est-à-dire d'être en mouvement. À quel point le mouvement est devenu quelque chose d'extérieur à notre quotidien et quelque chose qu'on doit rechoisir consciemment, qui nous demande peut-être un effort, alors que c'est notre essence en tant qu'être vivant d'être en mouvement, d'être animé par ce mouvement de la vie. Il y a plein d'autres facteurs de santé dont on s'est éloigné et qui finalement vont nous demander une démarche consciente, un choix, peut-être un effort pour être réintégrés à notre vie alors qu'ils font complètement partie de nous. Je trouve que c'est à la fois très paradoxal et en même temps il y a quelque chose de joyeux de se dire que le mouvement, même si on a l'impression de s'en être éloigné, en fait il est jamais très loin. En vérité, il est toujours là au cœur de nous, parce que sinon nous on serait plus là. En naturopathie, le mouvement, c'est la deuxième technique majeure, après l'alimentation et après l'équilibre neuropsychique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de naturopathie sans mouvement, sans intégrer cette
cette part-là du vivant. Et on comprend bien, hein, puisque c'est vraiment... le vivant, en essence, c'est du mouvement. Et on pourrait dire au niveau de notre corps que c'est une loi biologique fondamentale. Notre corps, il est profilé, il est conçu pour bouger. Je l'ai déjà évoqué, hein, tous les organes dans notre corps ont un mouvement souvent qui est rythmique, ou plus ou moins régulier, mais en tout cas, notre corps est en mouvement permanent. Il y a des flux circulatoires, du sang, de la lymphe, il y a ce cœur qui pulse, il y a cette respiration, cette ventilation qui fluctue. Au niveau de nos organes digestifs, il y a du mouvement. Nos muscles se contractent, se relâchent, et ça aussi c'est du mouvement. Et même au niveau des zones qui apparemment paraissent les plus solides et les plus fixes de notre corps, comme notre structure osseuse, il y a du mouvement. La structure osseuse suit le mouvement du vivant. On peut le voir quand on respire au niveau de la cage thoracique, on peut le voir quand on bouge, hein, nos membres vont, notre structure osseuse au niveau de nos bras, de nos jambes, va suivre le mouvement qui se fait par l'intermédiaire des muscles. Et même au niveau de la boîte crânienne, en fait, notre cerveau, c'est un ensemble très complexe d'os qui sont adjoints les uns aux autres par des sutures, mais ces sutures, elles sont mobiles. Et à l'intérieur de cette boîte crânienne, il y a aussi du mouvement. Il y a ce mouvement du liquide céphalorachidien qui se déploie le long de la colonne vertébrale. Il y a le mouvement des fluides. Il y a le mouvement des membranes. Il y a du mouvement partout dans notre corps, en fait. Même si on ne bouge pas beaucoup. Et donc, ce mouvement-là, c'est comme une loi biologique fondamentale, et ça me paraît vraiment intéressant de se dire que notre corps est conçu pour bouger, et que de ne pas bouger, ça va pas lui faire du bien. Ça, c'est comme un véhicule qui reste au garage. En fait, un véhicule est fait pour rouler, notre corps est fait pour bouger. Je demandais il y a quelques mois aux techniciens qui venaient faire la révision de ma harpe, puisque je joue de la harpe, et ma harpe, elle commence à être un peu vieille. Quelles étaient les conditions les plus importantes pour en prendre soin et pour la faire durer? Et sa réponse était évidente, c'est la harpe, elle est faite pour être jouée, et c'est ça qui va l'entretenir. Notre corps est fait pour être en mouvement, et ce mouvement l'entretient, en fait. Et au contraire, moins il y a de mouvement, et plus il y a de l'encrassement, plus il y a de l'usure, et plus la vitalité qui est cette expression du vivant en nous, plus cette vitalité, elle va diminuer. Qu'est-ce qui fait que on crée dans nous un espace où le vivant a envie de se déployer, de rester, de s'installer durablement? C'est aussi par le fait de cultiver ce mouvement-là. Il y a plein de bénéfices à bouger. Je vais pas faire trop long parce que ça, c'est des choses que tu as certainement entendues déjà plusieurs fois. C'est comme ça qu'on parle du mouvement habituellement. Le mouvement, ça active toutes les grandes fonctions physiologiques. Plus tu bouges, plus tu respires, plus tu entraînes aussi le muscle cardiaque, plus ta circulation se fait. Quand la circulation est plus intense, la filtration hépatique, la filtration rénale sont aussi plus intenses, ce qui permet d'entretenir de manière optimale le nettoyage intérieur. Et là, je te renvoie
à l'épisode sur ce maintien de la qualité du milieu intérieur. Donc bouger, ça entretient aussi notre trame osseuse en fait. Les problèmes de perte osseuse et de déminéralisation vont être prévenus par le mouvement, par les appuis, par les pressions. En fait, encore une fois, on se rend compte que c'est la contrainte qui entretient. La contrainte mécanique, par exemple, qui entretient l'appareil locomoteur. La contrainte cardiaque qui entretient la bonne adaptation cardiaque et cette bonne capacité à ce que notre cœur, il accélère, il ralentisse sans que ça lui coûte en fait. Plus tout ça fonctionne grâce au mouvement dans notre corps et plus au niveau cellulaire aussi. La fonction cellulaire va être optimisée parce que la cellule, elle est nourrie par en particulier le flux sanguin, elle est nettoyée par les échanges et l'élimination des déchets métaboliques, elle va être soutenue globalement dans sa fonction spécifique par le mouvement. En fait, le mouvement, c'est vraiment un incontournable pour l'entretien du corps physique. Mais en même temps qu'on fait circuler tout ce qui doit circuler dans le corps et qu'on entretient notre mécanique corporelle, si j'ose dire, et notre métabolisme, parce que ventiler davantage, respirer davantage, c'est une meilleure oxygénation, une meilleure production d'énergie, une meilleure irrigation cérébrale, et donc des pensées plus claires, etc. Donc plus on entretient cette mécanique physiologique, si j'ose dire, et plus aussi on va soutenir la circulation de l'énergie à travers ce que la médecine traditionnelle chinoise appelle les méridiens. C'est comme ça qu'on représente le plus souvent la circulation de l'énergie, même si c'est pas notre culture. La circulation de l'énergie, elle est, là encore, elle préside au vivant et à la manière que ce vivant a de se déployer dans nous. Bouger, ça évite les stagnations, les blocages, les barrages, tant au niveau de la physiologie qu'au niveau de l'énergie. Ce qui est très clair aussi, c'est que bouger, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral. Et d'ailleurs, dès qu'il y a un petit peu des blocages émotionnels, des kystes émotionnels, la première réponse, la première clé pour transformer ça, pour changer d'état intérieur, c'est de bouger. Et ça peut être parfois un mouvement minimaliste. Je me rappelle très clairement un témoignage de Minagol avec qui j'ai suivi des formations merveilleuses qui expliquait que quand elle accompagnait au niveau psychothérapeutique et qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui se bloquait, elle invitait simplement la personne à se lever de sa chaise, à faire le tour de sa chaise et à se rasseoir, et juste ça transforme quelque chose dans la situation, dans l'état intérieur, dans le regard qu'on porte sur les choses. Et c'est pas forcément extraordinaire. Bouger, c'est bien sûr que ça peut être s'inscrire à la salle de sport ou s'engager sur des pratiques, soit en individuel, soit en groupe. Mais pour moi, il y a quelque chose d'encore plus essentiel, d'encore plus fondamental dans le mouvement, qui est de réintégrer ce mouvement au cœur de notre quotidien, au cœur de nos journées. Et pas juste comme quelque chose qu'on ajoute en fait de l'extérieur et qui, comme je l'évoquais, peut nous demander un certain effort. Donc le mouvement, c'est un régulateur émotionnel formidable, c'est un régulateur nerveux aussi. Aussi bien on peut décharger les tensions nerveuses accumulées, aussi bien on peut décharger le trop-plein émotionnel. Ça permet vraiment de s'alléger, de libérer, de faire de la place pour des émotions plus joyeuses, plus légères, de faire de la place dans sa tête aussi quand
ça se congestionne et que la pression devient trop intense. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré, par exemple, un petit exemple comme ça en passant, il y a eu une comparaison entre l'effet d'une méditation et l'effet d'un petit footing de 20 ou 30 minutes avant d'effectuer une tâche qui fait appel à des fonctions cognitives et à une capacité de logique. Donc quelque chose de très cérébral. Et ben figure-toi que les meilleurs résultats ont été obtenus non pas après la méditation, mais après le footing. Donc des fois bouger en fait, c'est bien plus soutenant et bien plus efficace qu'une pratique plus statique. Alors, ça dépend ce que tu as à faire, ça dépend quel est le bénéfice recherché, ça dépend à quel moment de la journée aussi. Il y a des moments pour bouger, puis il y a des moments pour se reposer. On l'a déjà évoqué quand j'ai parlé du sommeil. Quand on est à l'heure de préparer son sommeil nocturne, c'est plus forcément le moment de bouger. Par contre, de bouger avant, eh bien, ça permet certainement de cultiver un sommeil plus profond dans la nuit. Et peut-être que tu as déjà fait aussi cette expérience de te sentir fatigué, de te sentir sans énergie et de faire une pratique de mouvement, d'aller à un cours de yoga ou à un entraînement sportif ou d'aller à la salle de sport et après la pratique de te sentir plus en forme. Parce que souvent, il y a cette idée cette bonne excuse, après la première bonne excuse qui est « j'ai pas le temps », la bonne excuse de dire « j'ai pas l'énergie ». J'ai pas l'énergie pour bouger. Mais ça, c'est juste une bonne excuse. Parce qu'en fait, de bouger, ça va te donner de l'énergie. Ça va remettre en circulation justement tout ce qui stagne et ça va te reconnecter à l'énergie du vivant qui est là, toujours. Le mouvement, c'est aussi une affaire d'interaction. On peut bouger en solo, mais il y a aussi toutes les pratiques qui nous mettent en interaction au sein d'un collectif, que ce soit des sports d'équipe, que ce soit même des pratiques individuelles que l'on partage en groupe. Moi, je vois que quand je pratique le yoga toute seule et quand je pratique en groupe, il se passe pas du tout la même chose. Et puis, il y a ce côté aussi qui peut être très fédérateur au niveau social, au niveau relationnel. D'ailleurs, dans les séminaires, par exemple, de cohésion de groupe qu'on peut proposer au sein d'une entreprise ou dans n'importe quelle entité au sein de laquelle en fait il y a un groupe qui arrive et qui se connaît pas forcément et dans l'idée de créer du lien, eh bien ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est de mettre les personnes en mouvement. Et à travers ce mouvement, au-delà du langage verbal, il y a autre chose qui se passe. C'est comme une danse en fait. Et quand on danse cette danse du vivant finalement, puisque c'est vraiment ça. Quand on danse cette danse du vivant, eh bien on rentre en relation autrement qu'on aurait pu le faire sur un niveau social, et ça permet une rencontre de mon point de vue beaucoup plus authentique et c'est beaucoup de richesse et ça permet de reconnaître ou de se reconnaître dans des dimensions qu'on va partager, des élans, il y a quelque chose de très fort dans une rencontre qui se fait à travers le mouvement, plus qu'à travers la parole qui inévitablement va intégrer des codes sociaux. Alors les codes sociaux sont là aussi dans le mouvement, mais beaucoup moins, et il y a beaucoup plus de part à travers le langage non verbal de quelque chose de plus instinctif, de plus authentique, de plus spontané aussi.
Donc plein de vertus à bouger, je pourrais encore développer davantage. Et ce que j'ai envie d'ajouter à ça, je vais pas évoquer trop les conséquences de l'absence de mouvement, parce que la sédentarité, on en parle beaucoup. C'est sûr que ça fait le lit de tous les déséquilibres et de toutes les pathologies, en fait, de tous les problèmes de santé. Et la vraie question, c'est, pour moi, il y a deux choses. À la fois, comment retrouver ce mouvement juste, c'est-à-dire ajuster à mes capacités, à mes contraintes, à mon temps, à ma vitalité, etc. et qui va me soutenir, en fait. Il y a toujours cette notion d'ajustement, d'individualisation qui est au cœur de la naturopathie. Donc, à quoi je vais reconnaître que ce mouvement me soutient, c'est que entre avant et après la pratique, mon état a changé en mieux. Déjà, ça c'est très facile à observer. Ça me donne de la joie, ça me donne envie d'y retourner. Ça, c'est des éléments très objectivables sur à quel point une pratique était ajustée ou non. Et au-delà de ça, moi je crois que le plus important dans ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est comment on peut retrouver cette danse du vivant. Cet essentiel, ce fondamental, comment on peut faire de la place à ce vivant qui est là en soi et qui nous reconnecte à l'essence même de la vie. Et on pourrait dire à ce niveau-là que bouger, c'est comme une célébration, une ode au vivant. Et là, alors là, ça devient sacré. Et comment honorer ce vivant qui est là en soi si on ne bouge pas? Et encore une fois, c'est pas tant la pratique, la nature de la pratique qui compte que la posture avec laquelle tu l'abordes, cette pratique-là. Est-ce que tu bouges parce que on t'a dit que c'était bien pour toi et que tu as envie d'être la bonne élève? Est-ce que tu bouges parce que t'as peur que si tu bouges pas, tu risques d'avoir des problèmes de santé ou autre? Ou est-ce que tu bouges parce que simplement c'est tellement bon de sentir ce mouvement dans soi et c'est tellement beau d'être en vie et de venir habiter pleinement ce corps qui est le tien par le mouvement? C'est quelque chose qui peut être tellement jouissif quelque part, tellement épanouissant, tellement joyeux et pétillant. Et peut-être que sous cet angle-là, ça te fera plus envie que de t'imposer une quelconque contrainte. Il y a vraiment cette idée du mouvement comme un langage du vivant, et plutôt que de faire une activité physique, se demander comment on peut se laisser traverser par ce mouvement de la vie. Il s'agit pas de quelque chose qu'on fait finalement, parce que quelque chose qu'on fait, et si on en reste là, il y a fort à parier que la motivation elle décline au fil du temps, sur la durée, parce que les priorités de notre monde ne sont pas là, et les injonctions de notre monde ne sont pas là non plus. Alors que le vivant, lui, il est là, et comment on peut se laisser traverser par ce mouvement de la vie. Comment on peut dialoguer avec le vivant en soi par ce mouvement. Et remettre, en fait, restaurer ce dialogue avec le vivant que notre culture a coupé et interrompu. C'est pas le cas dans des cultures traditionnelles. Et j'ai envie de conclure là-dessus. Qu'est-ce qui te permettrait et comment t'aurais envie de restaurer ce dialogue
avec le vivant dans toi par le mouvement. Et comment ça peut être soutenant parce que c'est tellement bon, c'est tellement joyeux, c'est tellement honorer ce vivant-là qui est un véritable cadeau. Mais quel cadeau d'être en vie, en réalité. Et est-ce que c'est plus honorant de célébrer la vie en bougeant ou en étant assis sur sa chaise du matin au soir? Chacun sa réponse. Je te partage mon point de vue. Je te partage aussi mon regard de naturopathe et l'expérience que je peux avoir de tous les bénéfices du mouvement. Tiens, j'ai pas évoqué quelque chose aussi, c'est que parfois j'entends mais je peux pas bouger parce que mon corps est douloureux. Et si la douleur c'était plutôt la résultante d'un mouvement insuffisant ou d'une absence de mouvement? Et si, alors encore une fois, avec l'ajustement nécessaire, il ne s'agit pas de se faire mal, mais de remettre du mouvement dans le corps, de remobiliser la structure musculaire, ça permettait d'amener du réconfort, de soulager les douleurs et d'éviter qu'elles s'enquissent et qu'elles s'installent de manière durable et chronique. Donc voilà. Comment toi tu aurais envie d'honorer la vie, d'honorer ce mouvement de la vie en toi? Comment tu aurais envie de danser avec la vie à travers le mouvement de ton corps? Je t'invite à partager sur les réseaux sociaux tout ce qui te viendra comme ressource, comme idée, comme témoignage. Et je t'invite à mettre des étoiles si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je t'invite à le partager si ça t'a parlé, si ça a été une contribution pour toi. Vraiment, c'est une manière très puissante, très efficace de soutenir la diffusion de Prendre soin de l'être. Et je te remercie énormément pour ça. La semaine prochaine, je sais pas encore si je vais faire un épisode la semaine prochaine. Peut-être que oui, et du coup, on se retrouvera vendredi prochain. Et peut-être que non. Et dans ce cas, si ça se passe comme ça, pas de souci, on se retrouvera la semaine suivante. Ça te laissera 2 fois plus de temps pour laisser le mouvement de la vie te traverser. C'est formidable, n'est-ce pas?